Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la transition écologique, des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire. Proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par la DREAL Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique, en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Denis Thomassin, maire de Battigny, une petite commune de 150 habitants, qui se trouve en Meurthe-et-Moselle, dans la communauté de communes du pays de Colombais et du Sud Toulois. Je suis Denis Thomassin, maire de Battigny depuis 1995. Battigny est un village que je connais très bien, j'y venais en vacances enfants chez mes grands-parents. Et mon père n'habitait pas le village, mais pourtant je m'y plaisais beaucoup et la famille est là depuis plus de 400 ans. Enfin mes grands-parents, arrière-grands-parents, mes ancêtres on pourrait dire. Et je suis très enraciné dans ce village, évidemment, et je me plais souvent à dire que quand on fait du mal à un coin du village, c'est comme si on faisait du mal à ma famille tout entière, ou même à certains de mes habitants. Je suis très, très attaché en tout cas aux gens qui habitent dans ce village, même les néo-ruraux, j'essaye de faire en sorte de bien les accueillir pour qu'ils se sentent bien à Battigny et qu'en même temps on facilite leur installation et qu'on trouve ensemble de bonnes solutions pour un bien vivre ensemble. Voilà. Alors je suis jeune retraité aujourd'hui, j'ai été enseignant au début de ma carrière professionnelle, j'étais directeur d'école primaire et puis sur les 20 dernières années pratiquement, j'ai gagné le milieu secondaire pour être responsable d'un service d'accompagnement à l'orientation et à l'insertion de jeunes élèves handicapés du Grand Est dans un établissement proche d'ici, à Flavigny-sur-Moselle, qui accueillait des élèves de la 6e à la terminale. Voilà. Alors pour moi, la transition écologique, c'est d'abord essayer d'atteindre une certaine sobriété qui permette de revenir à des pratiques plus vertueuses, plus respectueuses de la biodiversité, moins intrusives dans les différents milieux qui nous entourent, que ce soit dans l'urbain, les zones urbanisées, même dans nos villages ruraux, que ce soit dans le milieu agricole ou même dans le milieu forestier. On a ici, sur ce village, en tout cas, la volonté, ou j'ai la volonté, moi, de conduire une équipe vers peut-être une autre façon même d'appréhender la forêt ou l'intramuros au cœur du village, en limitant l'impact de certains produits, évidemment, en utilisant le moins possible de choses qui puissent perturber la vie de tous les individus qui peuplent notre territoire, hein, qu'ils soient humains, animaliers ou même qu'ils soient issus de la faune locale. Ce qui me motiverait pour faire avancer cette transition, ou ce qui me motive depuis longtemps, c'est sans doute l'avenir de mes enfants. Aujourd'hui, je pense plus à mes petits-enfants. Et puis surtout, au sein du village, apporter une qualité de vie satisfaisante pour tous. Alors, dès aujourd'hui, et puis en anticipant demain, puisque on ne peut pas aujourd'hui considérer qu'on ne vive pas certains bouleversements et que les maladresses, on va dire volontaires ou involontaires du passé, ne soient pas sans incidence sur notre quotidien. Donc voilà, arrêter de fermer les yeux et commencer même à notre échelle, dans des petits villages, à être plus vertueux aujourd'hui qu'hier, quoi. Voilà. Pour la transition qu'on a anticipée il y a longtemps déjà, sans savoir qu'on allait parler de ça comme ça 30 ans après, l'idée c'était de préserver une de nos principales richesses locales, c'était notamment de préserver notre ressource en eau. Voilà,
On a une source qui alimente un petit syndicat, celui de Battigny-Gélocourt, et puis qui vend, quand il y a un peu pénurie dans le village d'à côté, de l'eau à Favières. On avait vraiment l'assurance d'avoir vraiment une eau de qualité, parce que la source naît dans la forêt locale, donc on n'est pas sur un plateau cultivé, etc. Et donc on n'a pas d'intrant particulier sur cette ressource en eau. Et surtout, on avait un peu conscience aussi qu'elle n'était pas, comment vous dire, infinie, qu'il fallait sans doute imaginer qu'un jour la source puisse se dévier, donc on était très vigilants. On a donc restauré tout le petit patrimoine local, toutes nos fontaines encore en mauvais état. En 95, elles étaient toutes un peu négligées. Certaines ne coulaient plus bien, ou l'eau se perdait dans des prés voisins. Donc on a voulu réhabiliter tout ça, donc ça a été un des premiers efforts de la commune. Et puis ensuite, quand on a pu mesurer dans les périodes les plus tendues le débit, on s'est dit notre village a une source avec une eau de qualité. D'ailleurs, les gens des villages voisins viennent en chercher régulièrement, viennent en voiture jusqu'à Battigny. L'eau qui coule au milieu du village est la même que celle qui coule au robinet des habitants. Ils viennent la chercher, ils ont la volonté donc d'avoir une eau de qualité. C'était notre credo donc à une époque aussi, et c'est toujours le cas. Et cette eau, on avait aussi donc ce sentiment qu'elle n'était pas inépuisable. Et notre volonté, c'était de ne pas étendre de trop le village, parce qu'on a vu des villages qui sont embêtés aujourd'hui, multiplier leur population, créer un lotissement, des choses comme ça, sans même penser que la ressource en eau était limitée et que le besoin des habitants en douche, en piscine, en utilisation d'un karcher, ou je ne sais pas quoi, allait peut-être augmenter, et que la ressource pouvait être plus limitée et difficile à partager. Donc voilà, l'idée c'était pas de faire trop grossir le village, de revenir à un village peut-être un peu plus dense en population, parce que ça facilite quand même davantage de population le bien vivre ensemble. Hein. Chacun peut intervenir pour aider l'autre. Quand on n'est pas nombreux, on finit par se connaître, ce qui n'est pas le cas toujours en ville. Hein. Et l'entraide est souvent présente pour avoir une qualité de vie qui soit plus harmonieuse au quotidien, quoi, sans faire des choses très compliquées, en privilégiant le dialogue, etc. Alors, ma foi, oui, c'est vraiment la ressource en eau. C'était aussi préserver notre forêt, considérant que voilà, elle apportait un plus au village, à la fois pour protéger des intempéries, de chasser un peu les orages. Souvent, on a des queues d'orage. Nous, on n'a pas l'orage en plein, parce que la forêt le dévie, l'orage, et puis nous protège des gelées printanières. Donc la forêt, là aussi, on la gère de façon très, très paternelle, on va dire, très patrimoniale, mais bon, sous mon influence, on dira quand même, parce que on le voit bien, on a eu quelques climatologues qui sont venus une fois faire des études à Battigny dans le cadre d'une expérimentation menée avec le CAUE qui s'appelait Mon village en 2054. Et on a très vite vu que devant la mairie où on a deux routes départementales qui se croisent, et dans nos ruelles enherbées avec des murets en pierre sèche qui les ceinturent, on perdait entre 5 et 8 degrés. Donc quand il fait 35 devant la mairie, il fait 25 ou 26 ailleurs dans le village, et ça c'est un vrai privilège aussi que de pouvoir trouver des zones un peu fraîches alors qu'on est en pleine canicule. Mais ça, tout ça aussi, c'est réfléchi et c'était volontaire, quoi, que de préserver du végétal plutôt que du minéral, voire même des goudrons. On a voulu valoriser à travers l'aménagement foncier la qualité environnementale qui était celle de Battigny, la préserver en tout cas. On avait, avec un brin d'ambition, mais sans y croire peut-être complètement, une volonté à préserver des haies, des bocteaux, à identifier les arbres remarquables, considérant qu'ils l'étaient plus ou moins tous. Grâce à cela, on a eu la bonne surprise, une fois notre aménagement engagé, de voir les services de la DDT et du préfet donc valider l'ensemble de nos demandes, à notre bonne surprise, quoi. Et grâce à des réunions qui se sont tenues à plusieurs reprises avec les agriculteurs, on voulait vraiment associer et pas éloigner de la problématique de cet aménagement foncier. On travaillait pour eux, mais en même temps on voulait leur donner la parole et pas faire à leur place ou pas faire avec eux, considérant qu'il y avait des sachants et puis qu'eux, sur le terrain, ils allaient être négligés. On ne voulait surtout pas ça. Donc ils sont venus, on s'est vite aperçu qu'il y avait des tensions entre certains agriculteurs, qu'il n'y avait plus de communication, donc on a cherché à être des ambassadeurs d'un nouveau dialogue avec chacun d'entre eux, entre eux-mêmes, même sans nous. Et puis finalement, comme on le dit aujourd'hui, ça a matché.
On a aujourd'hui des agriculteurs qui se parlent. On ne dit pas qu'on a tout gommé, hein, ça serait miraculeux. Mais voilà, le dialogue est là, et on arrive ainsi à faire en sorte que l'environnement soit une préoccupation de chacun, des habitants, mais pas seulement. Lors de mon premier mandat, en 1995, il y avait encore 7 agriculteurs au village. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Le dernier vient de passer la main, il reste un GAEC, mais dont le siège n'est plus sur le village. Néanmoins, les terres ne sont pas abandonnées. On a à peu près 14 exploitants agricoles, donc autant d'interlocuteurs qui nécessitent quand même de bien connaître ces gens-là. Ce ne sont pas des habitants, mais c'est des acteurs du territoire. Et comme nos habitants, on ne peut pas les oublier, on ne peut pas les négliger. Donc il faut garder le contact, garder le dialogue et ne pas hésiter à les inviter et en même temps à créer du lien avec eux. Voilà. Et ça, je pense que c'est une des clés aussi de la réussite de l'aménagement foncier, qui n'est encore pas tout à fait achevé. On nous reste encore beaucoup des travaux connexes à faire, mais on les fera là aussi en retournant sur le terrain avec eux. Les décisions prises par les techniciens du début de l'aménagement peuvent avoir trouvé d'autres réponses, notamment au regard de l'évolution climatique, ou doivent peut-être bénéficier d'autres réponses. Et voilà, rien n'est figé. J'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler comme on l'a fait, c'est-à-dire en bonne harmonie et dans un dialogue toujours constant avec les acteurs du terrain. Donc au regard de nos différentes actions, alors on en a quelques-unes, hein, je ne vais peut-être pas en faire une liste exhaustive, mais on peut peut-être privilégier des actions qui nous valent quelques compliments de temps en temps, qu'on accepte évidemment, avec une fierté retenue, hein, on va dire ça comme ça, humblement. On ne le fait pas pour avoir des médailles ou je ne sais pas quoi, on le fait vraiment parce qu'on a une volonté de créer peut-être un témoignage de terrain pour les générations qui arrivent. Alors on a évidemment recherché à valoriser le patrimoine arboré ou fruitier du village. Alors on a nous-mêmes mis en place des vergers municipaux, un verger conservatoire tout près du rucher communal à côté de l'église. Et puis alors là, plus récemment, le verger conservatoire, il a quelques années, largement accompagné financièrement par la région, par le département. Et on a mis en place dès 2008 ce qu'on appelle un verger des enfants. Le verger des enfants, c'est un verger aujourd'hui qui est constitué d'espaliers, il compte une 40aine d'arbres et on ne s'arrête pas à ça, puisque chaque arbre naît de la naissance elle-même d'un enfant. C'est-à-dire un enfant va naître au village, enfin dans une famille du village, hein, il n'est pas obligé de naître à Battigny, il peut naître à Laxtou, mais il habite Battigny, il reviendra l'enfant auprès de son arbre, puisque la municipalité plante avec la famille, donc offre l'arbre, mais accompagne la famille dans la plantation, c'est-à-dire que le papa, la maman ou les amis plantent avec nous, en tout cas, un arbre, un espalier. Alors pourquoi un espalier ? Parce que c'est compliqué à conduire, parce que ça demande beaucoup de taille d'entretien, mais en même temps, l'arbre, très vite, il est à hauteur de l'enfant, les fruits le sont, les fleurs le sont, et ça permet de faire une leçon de choses sur le terrain, et les enfants viennent voir leurs arbres de façon très, très agréable, cueillir les premières pommes qui donneront une tarte. Et puis encore récemment, là, j'ai eu beaucoup d'émotions à voir un gamin qui avait planté en 2008 avec nous. Il a quitté le village, ses parents ont déménagé, et il est revenu avec son grand-père pour voir son arbre. C'était un peu inattendu, évidemment, quand il a quitté le village, il n'avait pas la même moustache qu'aujourd'hui, ni la barbe qui allait avec. Mais ça faisait plaisir de voir quelqu'un d'une vingtaine d'années venir revoir son arbre. Et on se dit qu'on n'a pas planté pour rien. En même temps, on a évolué aussi en termes d'action. On ne met plus de fleurs annuelles. On a renoncé au concours des villages fleuris, même si ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'action de fleurissement, mais on va privilégier des plantes indigènes. On laissera fleurir les troènes vulgaires. Enfin, vulgaire, c'est le nom latin traduit dans sa déclinaison française, là. Mais on va planter ça, on va laisser les fleurs de sureau. Il n'y a pas de plantes indésirables, les plantes indigènes ont toute leur place, elles sont privilégiées, elles s'adaptent bien, ou en tout cas mieux que certaines annuelles à la sécheresse, et puis surtout elles génèrent moins de travail pour l'équipe municipale ou les employés communaux qui devraient les arroser. Donc une vraie volonté à privilégier
les plantes locales et à les aider dans leurs installations et en même temps conseiller, soutenir les habitants. Très vite, donc, le cimetière a été un des objectifs. On ne pouvait pas tolérer qu'on continue à mettre des tonnes de chlorate de soude comme nos prédécesseurs, hein, qui étaient moins, comment dire, connaisseurs peut-être des effets, des rémanences ou voilà, de la résilience de certains produits. Donc très vite on a arrêté, en 95, et aujourd'hui on en parle un peu partout, mais chez nous ça a commencé très tôt. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu là aussi expliquer aux veuves, c'était essentiellement des veuves ou des veufs, qui entretenaient bénévolement le cimetière en essayant de faire de cet endroit-là un endroit solennel, certes, mais en même temps très propre, donc sans un brin d'herbe, et faire comprendre que tous les produits phyto qui pouvaient trouver leur place à cette époque pour rendre le cimetière propre, tel qu'on imaginait un cimetière propre à l'époque, il fallait les mettre de côté, tous ces produits phyto. C'était pas évident parce que la transition entre un cimetière enherbé et un cimetière désherbé, prend du temps. Prend du temps, surtout quand on est derrière des décennies de chlorate de soude ou de glyphosate ou de Roundup, etc. Donc ça s'est fait. Alors ça s'est fait plus facilement dans un petit village peut-être parce que le maire a pris le temps, avec un adjoint à l'époque peut-être, de rencontrer chacun des acteurs de ce cimetière, hein, pas seulement faire d'abord une réunion, on avait fait une réunion publique en expliquant qu'on allait gérer le cimetière autrement, et puis les gens qui étaient les plus impliqués dans la gestion de ce cimetière et dans son désherbage, leur expliquer qu'il fallait qu'ils changent leurs habitudes, quoi. Qu'ils utilisent davantage la binette, qu'on allait laisser repousser de l'herbe, qu'il fallait la contrôler cette herbe, et qu'on allait sélectionner les herbes, plutôt des herbes qui ont un développement restreint, mais qui sont plutôt tapissantes, couvrantes. On pouvait être dans une certaine sélection. Et puis qu'on pouvait semer aussi, et qu'il fallait peut-être, là où le sol était très tassé, l'aérer à nouveau. Donc on y est allé de la binette, et différents outils. Et puis certains on semait, il semait, et dès que la plante se développait, que les racines voulaient gagner un sol plus profond, ça ne marchait pas, parce qu'il y avait des produits qui étaient bien installés, et qui continuaient leurs effets dévastateurs sur les plantes. Mais on a pris le temps d'attendre, et quelques années plus tard, le cimetière était totalement enherbé. Alors évidemment, comme dans tous les endroits où il y a de l'herbe, sur certaines périodes de canicule, on a des taches, mais qui reverdissent dès les premières pluies, et puis l'habitude est prise, et ça s'est bien passé. Alors, si le village avait été plus grand, si on avait été à plusieurs milliers d'habitants, je pense qu'on aurait constitué des équipes d'ambassadeurs du cimetière qui soient allés voir les bénévoles et on aurait multiplié peut-être d'autres infos. Mais là, l'info municipale, une réunion en mairie, et puis des rencontres chez l'habitant pour être sûr de les rencontrer, puis d'échanger avec eux en expliquant les effets un peu négatifs des produits utilisés. Eh bien, ça a fait le job, comme disaient les jeunes aujourd'hui. Il n'y a pas eu de tension particulière. Au début, ça grommelait un peu, mais après, très vite, les gens se sont rangés de notre côté. Et puis, on continuait à entretenir le cimetière. C'était tout aussi, impliquant, mais en apportant davantage de fleurs. Il y a des zones qu'on ne fauche pas du tout pendant longtemps, plusieurs mois. On attend fin juin ou mi-juin ou début juillet. Voilà, et on a vu que des fleurs sauvages s'étaient installées. On a des marguerites au cimetière, qui font quelquefois 1 mètre de haut, mais ça gêne personne aujourd'hui. On laisse aussi la nature reprendre certains de ses droits, quoi. Voilà. L'impact sur le milieu doit être quasi inexistant.
tout cas le plus faible possible, invisible. Je pense à nos réserves incendies. On n'en avait pas quand j'ai été élu. C'était un incontournable. Il fallait créer des réserves incendies. Alors on avait le choix entre une structure béton, des citernes enterrées, des citernes à l'air libre en plastique. On en voit dans certains villages, des grandes poches vertes là. Nous, on ne voulait pas de tout ça, puisque... je ne voulais pas de tout ça. Le conseil, évidemment, était favorable à cette idée-là. Donc on a plutôt cherché, parce qu'on avait une bonne ressource en eau aussi, à alimenter notre première réserve incendie par une source locale, facilement accessible, et sans la détourner non plus, pour que le trop-plein de cette réserve incendie puisse retourner dans le milieu, pour continuer à alimenter le ruisseau qu'elle alimentait, pour partie, avec d'autres petits rus. Le trop-plein est quelque part un peu amovible. On a un coude qu'on peut relever pour faire monter le niveau de l'eau, et à l'automne, si les feuilles sont trop importantes à la surface de l'eau, par débordement, elles s'en vont dans un petit chenal, et l'homme n'a pas à intervenir, si ce n'est qu'à relever ce petit coude pour faire monter le niveau de l'eau, et à le rabaisser pour que le débordement ne soit plus là, et qu'on ait un niveau qui redevienne un niveau constant, et donc accessible aux pompiers. La réserve incendie, on l'a créée sous forme de plan d'eau. Donc aujourd'hui, vous voyez notre réserve, vous avez l'impression qu'il y a un petit étang ou une grosse mare au cœur du village. Là aussi, on aurait pu transformer le terrain en terrain à bâtir. La réserve incendie jouxte notre verger des enfants, qui était aussi une zone constructible. On a voulu préserver un îlot vert. Là aussi, comme un message aux générations futures. Plantation d'un arbre fruitier pour chaque nouveau-né au village, à proximité de la réserve incendie naturelle. C'est pas neutre. La deuxième réserve qu'on a été obligé de faire, à l'autre bout du village, pour couvrir l'ensemble du village quand on a retrouvé davantage d'habitants, et puis une petite extension avec des constructions nouvelles, eh bien on l'a faite de la même façon, avec une volonté d'intégrer un plan d'eau au milieu du village plutôt que de mettre des poches en plastique, par exemple. Et très important, parce qu'à l'époque, je me souviens d'une habitante qui dit « on va avoir des moustiques avec des réserves d'eau naturelles », et on a dit « non, il n'y aura pas de moustiques ». On a mis des poissons de surface, très acclimatés à ce type de plan d'eau, avec une eau courante, puisque l'eau arrive et repart, donc l'eau n'est pas stagnante. Donc si des moustiques voulaient s'aventurer là pour pondre, eh bien les premiers poissons s'en accaparent, et on n'est pas embêté par les moustiques du tout. Mais là aussi, la solution, elle est naturelle. C'est les poissons qui font le boulot et qui empêchent les moustiques de proliférer. Voilà. On a une association qui s'appelle les Trois Abeilles et qui fonctionne en bonne intelligence avec la municipalité. Moi, je suis invité à toutes les réunions, qu'elles soient officielles ou moins. J'y vais chaque fois que je peux, autant que faire se peut. J'écoute, je pense qu'il faut être à l'écoute à la fois des besoins des associations, que ce soit une association communale de chasse agréée, écouter aussi les chasseurs. Alors nous, des chasseurs, on a deux groupes de chasseurs. Il y a ceux qui louent la forêt communale, là c'est un adjudicateur, et puis on a l'association communale de chasse agréée. Peut-être une particularité que je peux citer, cette année on devait renouveler notre bail de chasse avec l'adjudicateur extérieur. On a choisi de baisser la recette correspondante, mais en échange, si on baissait, parce que c'était une demande de l'adjudicateur en disant les temps sont durs, la chasse reste toujours giboyeuse, en préservant aussi une qualité environnementale aux abords de la forêt et dans la forêt, on a des zones refuges pour le gibier qui ne sont pas négligeables, et les chasseurs en sont conscients, mais nous avaient demandé si au renouvellement du bail, on pouvait consentir une petite ristourne par rapport à ce qui était donné avant, et par rapport au prix moyen de la location à l'hectare sur le territoire. Alors on était un peu au-dessus, parce qu'on a des couloirs à gibier, semble-t-il, mais voilà, c'est souvent les chasseurs qui avaient valorisé notre forêt. Et on a demandé, un peu en échange, c'était quelque chose qui trottait dans ma tête, et puis dans une demande aussi, là aussi, je voulais tenir compte des besoins affichés par les habitants qui ne sont pas chasseurs, c'est comment on pouvait partager mieux la forêt. Donc les chasseurs ont été invités à ne plus chasser le week-end. Les habitants avaient cette demande,
eux ont compris que voilà, ils étaient dans la forêt chez eux un peu le week-end, samedi, dimanche, mais que le vendredi, c'était le jour de chasse, personne n'allait en forêt. Ni la foigiste qui doit façonner son bois, ni le promeneur éventuel, ni le vététiste, ni le jogger. Et du coup, tout ça, ça a bien fonctionné, ça s'est bien passé. On a vécu le premier hiver comme ça. Tout s'est bien passé. On a consenti une petite ristourne, rien. Hein. On nous donnait 2400 €, on a réduit à 2100. Par contre, voilà, on est allé vers une chasse concertée, du coup, avec l'ensemble de la population, et pas seulement les élus. Et tout le monde y a trouvé son compte. Au-delà des associations de chasseurs, on a une association qui s'appelle donc les Trois Abeilles, qui est à l'initiative de la fête du miel, qui est un moment très agréable aussi. Et là aussi, l'association, elle propose des animations qui sont très respectueuses de l'environnement et qui permettent là aussi, à travers leurs manifestations, des ambassadeurs du bien vivre ensemble, d'une qualité de vie liée aussi au respect de l'environnement. Et ça, c'est plutôt très favorable pour notre village. D'ailleurs, ça nous permet, ces actions conjuguées ou concertées entre associations et municipalités, font qu'aujourd'hui, on a été distingué. On a une distinction qui s'appelle Commune Nature. On a obtenu 3 libellules, et le coup de cœur du jury cette année, ce qui est une distinction rare, puisque seules 7 communes de la grande région ont obtenu ce coup de cœur du jury. Et on en fait partie, et on est la plus petite commune à avoir été honorée, côté de grandes villes comme Metz ou Vendeur, donc c'est pas anodin pour nous. Et puis aussi, on nous avait demandé, par rapport à notre engagement depuis longtemps pour la biodiversité, notamment en faveur des abeilles, de candidater, on va dire, à un label qui s'appelle le label Apicité. Et là aussi, on a été reconnu pour nos différentes actions au niveau national avec 3 abeilles d'or, c'est la distinction, il n'y a pas au-dessus. Donc on était aussi là très, très satisfaits. Et elle est le résultat de cette fête du miel et de la nature, en même temps de l'implantation d'une miellerie collective au cœur du village. Donc miellerie collective qui est née du passé apicole du village, mais qui a été aussi, même si le village peut être un peu quelque part à l'initiative, la Comcom a saisi la balle au bond, notamment dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Et c'est un prestataire qui est donc la Fabrique, une entreprise à but d'emploi. Où dans cette entreprise, il y a aujourd'hui entre 70 et 80 salariés, mais tous ou presque issus de cette expérimentation, donc des gens au chômage de longue durée, et qui, pour certains d'entre eux, étaient partants. Parmi les proposants, on a trouvé des gens qui voulaient éventuellement prendre un virage dans leur vie, retrouver un emploi, mais en même temps, peut-être un emploi lié à l'environnement, tourné vers les abeilles. Et aujourd'hui, la prestation est assurée par des employés, des salariés de la Fabrique. Et on propose différents services au travers de cette miellerie. On reçoit des écoles, on reçoit des groupes de randonneurs, etc. Et chacun y fait sa part. En tout cas, essaye de le faire. Et puis l'Interco, évidemment, qui nous soutient dans sa politique environnementale, à travers la miellerie, c'est sûr, mais aussi à travers l'édition d'un petit bulletin qui s'appelle Le Grain de Pays, puis à travers aussi un espace naturel sensible de 8 hectares qu'on a sur le village et qui est piloté par un partenariat non négligeable, le département, la Comcom, la commune. Donc voilà, tout ça c'est concerté, c'est main dans la main avec l'Interco, avec le département. Et puis évidemment, on essaye de tenir informés nos habitants de ce qui s'y fait, et on les invite à participer quand ils le peuvent, comme ils le veulent. Voilà. Pour moi, les facteurs de réussite, c'est sans doute surtout être à l'écoute, expliquer les mécanismes de financement, la fonctionnalité qui est derrière tout ça, et puis jamais générer de frustration. C'est-à-dire que dire aux gens, oui, on va faire, et puis on ne le fait pas, non, on le fait,
On en discute en équipe, expliquer voilà, le maire c'est une chose, mais que c'est l'équipe municipale qui doit aussi valider les propositions du maire ou les invalider. Donc traiter la problématique, ne jamais négliger les gens pour pas générer de frustration. Être toujours dans le respect de la parole donnée. Voilà. Aujourd'hui, on a un projet lié peut-être à l'évolution du village et de certains besoins. On a de plus en plus de voitures au village. On avait souvent avant des personnes âgées ou des personnes vieillissantes. J'expliquais qu'on avait renouvelé notre population, on est passé de 80 à 150 habitants et un peu plus. Donc ça augmente le nombre de véhicules sur le village. Aujourd'hui, alors qu'hier, on avait des fois un véhicule par couple. Aujourd'hui, on a un véhicule par habitant. Quand les habitants ont des enfants et que les enfants grandissent, on a bientôt le permis à 16 ans, à peu près partout. Les jeunes, en tout cas, vont chercher à y aller. Donc ça fera 3, 4 voitures de plus, ou d'autres éléments de mobilité. Donc toujours est-il qu'il faut repenser nos parkings et nos stationnements. Sinon, là aussi, les gens vont empiéter sur le domaine du voisin ou celui qui pourrait être celui du voisin. Donc pour éviter des tensions, des frictions, eh bien on veut repenser quelques aménagements municipaux en termes de parking. Mais là aussi, les parkings, pas question d'y mettre de l'enrobé. On aura des parkings enherbés, c'est sûr, avec un peu de matière minérale mêlée un peu de terre et un peu d'herbe et un entretien, évidemment, qui sera peut-être plus important. Il faudra être vigilant aussi pour entretenir ces endroits-là, quand il n'y a pas de voiture dessus. Il faudra là aussi communiquer, mettre un petit panneau, attention, entretien du parking de tel jour, de telle heure à telle heure, merci de ne pas y stationner, je sais pas. Il va falloir en tout cas imaginer là aussi un bon vivre ensemble autour de ces parkings qui génèrent des satisfactions plus que des complications. Mais voilà, on a 3 sites au village. L'idée c'est de ne pas imperméabiliser, donc pas rien du tout. Mais ça demande un peu de réflexion, un peu de compétences, et puis aller chercher de l'expertise auprès d'entreprises capables de réaliser les travaux qu'on souhaite mener. Et puis au niveau du village en lui-même, on a une volonté peut-être d'apporter davantage de fleurissement quand même, mais là aussi avec des espèces adaptées pour être entre les plantes annuelles, les plantes pérennes, indigènes. Peut-être que les rosiers peuvent être une réponse. Des plantes assez résistantes qui se satisfont de moins d'eau que d'autres parce qu'elles ont un système racinaire très développé qui descend loin. Et puis, plutôt que d'aller planter des arbres majeurs qui apportent de l'ombre mais qui sont très contraignants au niveau d'un système racinaire qui peut contrarier les réseaux enterrés, qu'ils soient d'eau, qu'ils soient électriques, qu'ils soient assainissement. On a vu des maires dans des communes planter un joli tilleul ou un joli noyer là où il ne fallait pas. 10 ans après, il fallait refaire le réseau d'eau. Où il fallait refaire le réseau d'assainissement puisque les racines avaient trouvé le chemin pour trouver l'eau et avaient détruit tout ou partie ou contraint. Voilà. Donc voilà, on a ce projet-là, c'est important. Là aussi, il émerge des besoins des habitants. Et puis on en a d'autres, liés à la forêt, liés peut-être aussi à l'acquisition de foncier sur l'espace naturel sensible, en lien là aussi avec le département, etc. Notre aménagement foncier avait été pensé en ce sens et d'ailleurs là c'est pareil, on a un aménagement foncier qui nous a mis de côté un espace naturel sensible. On a 8 hectares municipaux sur cet endroit et on y a ajouté 3 mares à la fin de l'automne pour favoriser la reproduction des animaux inféodés au lieu, quoi. Voilà. Et notamment une population d'amphibiens intéressante qui voyait, même sur une zone humide, en tout cas identifiée comme telle, voir son espace de reproduction se raréfier. Voilà. Donc une chose importante aussi, c'est que lors de la création du plan local d'urbanisme intercommunal, notre PLUI intercommunal, chaque village a été interrogé sur
les tenants, les aboutissants, ou la volonté émergente, incontournable qui voulait mettre en avant ce village. Et ici à Battigny, on a voulu vivre le PLUI comme un outil supplémentaire de protection de notre patrimoine et de la qualité de vie qu'on avait. Donc on a intégré, on a fait tramer sur des plans. Tramer, ça veut dire coloriser les murets en pierre sèche qu'on voulait garder. Quand on vend une parcelle municipale pour du bâti, s'il y a un muret en pierre sèche, dans l'acte notarié, les derniers terrains qu'on a vendus à la municipalité, le notaire avait pour obligation de mettre dans l'acte notarié l'existence d'un muret en pierre sèche et le maintien et la réhabilitation incontournables par l'acheteur et le futur propriétaire du terrain. Ça, c'est pas neutre. Donc on le vit, donc ce PLUI, comme un outil supplémentaire de protection. Les arbres remarquables, ils sont aussi là aussi inventoriés. Et puis nous-mêmes, plutôt que d'aller vers des constructions neuves quand on a des besoins, on avait besoin d'une petite maison supplémentaire peut-être pour y faire vivre et y héberger nos associations et la vie locale. La salle polyvalente devenant trop exiguë parce qu'on accueille une antenne des Restos du Cœur, voilà, et que ça prend un peu de place aussi, eh bien on a réhabilité une petite maison de manouvrier à proximité de la mairie, du 19e, donc elle est de 1800 quelque chose, et là aussi on l'a voulu vertueuse et sobre, donc on a repris les matériaux en place, on a refait un toit digne de ce nom en tuiles, on y a ajouté quelques panneaux solaires pour être complètement indépendant et autonome, pas de compteur électrique, on n'achète pas d'électricité, on ne la revend pas, on l'utilise, elle est stockée sur des batteries costauds évidemment, mais même si il faudra penser à leur recyclage, mais en attendant, on est sur une autonomie du bâtiment, avec là aussi, on a privilégié, c'est quelque chose qui sert très ponctuellement, donc on a acheté un fourneau à bois. C'est le bois, quand on a des petits élagages sur des haies municipales ou sur des arbres qui se cassent le nez tout seul, eh bien quand des bénévoles vont rouvrir le chemin, on garde le bois, on le stocke, on sait que c'est pour chauffer la maison des associations, ou pour faire le barbecue de la prochaine fête du miel. Mais voilà, on ne va pas acheter le bois, on ne fait rien. Et cette petite maison, voilà, elle va bien avec l'état d'esprit dans lequel on conduit le village depuis un petit moment. C'est plutôt, oui, utiliser le patrimoine local, le réhabiliter. Il appartient à l'histoire et on ne peut pas négliger l'histoire. Donc on est volontaire pour continuer dans ce sens. Et puis on n'est pas à court d'idées et dans une volonté à aménager et à préserver une qualité de vie agréable pour tous dans ce village, quoi. Vous venez d'écouter Les Vendredis de la Transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.